j'enseigne le tennis depuis 30 ans. C'est une rencontre avec Charles et aussi un rapport de l'UNESCO qui date de 2008, qui demande à la philosophie de descendre, de se confronter au réel, qui m'a fait penser à cette idée, parce que Charles, évidemment, était dans le même sens que moi, accepter, donc en fait, vouloir faire descendre la philosophie aussi dans le sport, et donc on a créé un mouvement qui s'appelle Philosport, mais il y a d'autres mouvements, philo-art, philo-travail, enfin, tout. La philosophie descend dans la rue maintenant. Donc en fait, avec ma petite expérience d'enseignant, parce que j'en connais quelques-uns ici dans la salle, eh bien je me suis dit qu'avec Patrick Fabière, on s'est dit que finalement ça serait bien peut-être de proposer à la Fédération française de tennis une intervention de Charles Pépin sur un thème qu'on aurait travaillé ensemble avec la Fédération française de tennis. Donc voilà, je vais vous laisser avec Charles Pépin. Le thème c'est l'accomplissement de l'excellence. Alors jusqu'où, on va voir, il va nous le dire. Merci Christophe, et merci pour votre accueil, bonjour. Alors je vous propose un petit voyage dans 2500 ans de philosophie occidentale, et pas que occidentale d'ailleurs, sur ce que c'est que l'excellence. On va poser pas mal de questions. Est-ce que l'excellence, c'est l'excellence par rapport à son propre potentiel, ou est-ce que c'est l'excellence par rapport aux autres? Est-ce que l'excellence, c'est l'excellence simplement d'un geste parfait, ou est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que l'excellence, c'est le fruit d'une volonté qui s'intensifie, ou est-ce que ce n'est pas justement le fruit du relâchement de la volonté? Et surtout, est-ce qu'on peut définir l'excellence? Parce que peut-être que si on peut la définir, c'est que justement, ça n'est pas de l'excellence. D'ailleurs, c'est Platon qui disait si on pouvait définir l'excellence, alors ce ne serait pas l'excellence. La première idée que je voudrais partager avec vous, c'est celle qui vient d'Aristote, qui dit quelque chose d'hyper simple et d'hyper intéressant, qui dit que dans un humain, dans un corps, il y a deux types de talents. Il y a des talents qui sont en puissance, c'est l'expression d'Aristote, et il y a des talents qui sont en acte. Et il explique, donc en puissance, c'est ce qui est potentiel, c'est ce qui est possible, et ce qui est en acte, c'est ce qui est réalisé, ce qui est effectif, ce qui est concret. Et pour lui, l'excellence, c'est une jolie expression, je trouve, c'est l'actualisation de la puissance. Et là où Aristote est intéressant, c'est qu'il explique qu'on va tous mourir un jour, et que le but de la vie, c'est d'arriver à l'excellence avant de mourir. C'est-à-dire d'avoir actualisé sa puissance avant que ce ne soit trop tard. Mais alors, évidemment, la question, c'est comment je fais pour actualiser ma puissance? Tout ce que j'ai en moi, comme talent, comme potentiel, comme qualité, comme génie, enfin, comment je fais pour l'actualiser, c'est-à-dire le réaliser? Et là, ça va peut-être vous faire rire, Aristote dit on a besoin de l'amitié. Et ma première proposition, c'est qu'un entraîneur, c'est un ami au sens d'Aristote. Alors ça veut dire quoi? Aristote dit que pour qu'on actualise sa puissance, il faut qu'on rencontre une occasion de le faire. Il y a un joli terme grec, c'est le kairos, ça veut dire l'occasion pour actualiser sa puissance. Et pour Aristote, dès que quelqu'un me donne l'occasion d'actualiser ma puissance, il est l'ami de la vie en moi. C'est-à-dire il est ce qui me permet de développer mon talent. Donc en ce sens, évidemment, l'entraîneur, c'est l'occasion pour le joueur d'actualiser sa puissance. Mais là où c'est vraiment plus précis, parce que ça, bon, on a compris, quelqu'un aide quelqu'un à se développer, c'est pas hyper novateur. Ce qui est vraiment fort, c'est lorsqu'Aristote dit que quand vous avez quelqu'un, par exemple un entraîneur, un professeur, un ami, qui permet à l'autre, par exemple au joueur, d'actualiser sa puissance, en fait, c'est là que ça devient plus compliqué et plus intéressant, c'est pas lui qui apporte à l'autre la solution, c'est pas lui qui développe l'autre, c'est la relation qu'il est capable d'instaurer avec l'autre qui le développe. Autrement dit, c'est pas l'entraîneur qui développe le joueur, c'est pas l'entraîneur qui permet au joueur d'arriver à sa propre perfection, c'est la relation que l'entraîneur sait instaurer avec le joueur qui permet le développement du joueur et d'ailleurs aussi le développement de l'entraîneur. On a donc une philosophie extrêmement humaniste qui est une philosophie de la relation, où ce qui fait le talent, c'est la vie ensemble, c'est l'art de la relation. Ce qui veut dire qu'un ami, par exemple, c'est pas quelqu'un qui est nécessairement amical, c'est pas quelqu'un qui a du talent en lui et qui va faire partager ce talent, c'est quelqu'un qui sait instaurer une relation qui va permettre le développement de l'autre. D'où la première idée, que l'excellence, c'est l'actualisation de sa puissance. Mais vous remarquez que dans cette définition, c'est pas tellement par rapport aux autres. Il ne s'agit pas d'arriver le premier, il ne s'agit pas de passer devant les autres, il s'agit d'actualiser sa propre puissance. Donc cette première définition de l'excellence, elle se situe au fond par rapport à soi.
par rapport à son propre talent, par rapport à son propre potentiel, et non pas par rapport aux autres dans une logique de classement. Il ne s'agit pas de passer devant les autres, il s'agit au fond de passer devant soi et d'aller au bout de soi grâce à l'art d'une certaine relation. Ce qui me paraît intéressant dans cette idée, c'est que ça peut être peut-être libérateur pour quelqu'un de se dire, voilà, dans un moment compliqué, un moment par exemple de combat dans un match, un moment de doute, de se dire au fond, si j'arrive pas à battre l'autre, c'est pas grave, mais ce qu'il faut, c'est que j'accomplisse ma puissance, que j'arrive à ma propre perfection. Et c'est ainsi que Aristote pose l'excellence comme quelque chose qui n'est référé au fond qu'à soi. C'est pour ça qu'il dit, c'est assez subversif, il dit mais à chacun sa propre perfection, chacun son excellence. Ce qui compte, c'est pas le classement, c'est le rapport de ce qui est en moi en puissance à ce qui est en moi en acte. Étant entendu que l'idée, c'est que peut-être ça va détendre tellement que finalement on va battre les autres. On va battre les autres parce qu'on n'aura pas pour souci de les battre, mais pour souci d'arriver à sa propre perfection. Ça, c'est la première idée de l'excellence. Et là où c'est beaucoup plus, je dirais, révolutionnaire, c'est que Aristote dit, mais alors comment on sait quand on y arrive ? Quel est l'indice que je suis excellent, au fond ? Dit Aristote. Et là, alors que tout le monde s'attendait à une évaluation objective, à quelque chose de l'ordre de l'évaluation d'une compétence, à quelque chose de l'ordre d'un résultat, Aristote dit que l'indice de la compétence maximale, c'est le plaisir que la personne prend à ce qu'elle fait. Et là, on a quelque chose, à mon avis, très très nouveau dans la pensée, et qui d'ailleurs n'a jamais été dépassé, c'est l'idée que, alors qu'on valorise souvent l'effort, la persévérance, l'acharnement, Aristote dit, mais si vous êtes très bon, mais que vous ne prenez pas de plaisir à ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas encore assez bon. C'est qu'il faut travailler plus, donc effectivement faire des efforts, se battre, déployer l'effort de la volonté. Mais le véritable critère que vous saurez arriver à l'excellence, c'est le plaisir que vous prenez, et Aristote dit précisément, à l'acte que vous faites. Aristote dit, mais c'est quoi un acte parfait ? Et d'ailleurs, on peut s'interroger, on peut imaginer ce que c'est qu'un acte parfait au sens d'un geste, je sais pas, un geste de tennis. C'est quoi un coup droit parfait ? Aristote dit, c'est quoi un acte parfait ? Alors, il ne parle pas du tennis, il parle par exemple du menuisier, et il parle aussi du boulanger. C'est deux exemples qu'il prend. Il parle aussi du médecin. Et il dit, c'est quoi l'acte parfait ? Eh bien, c'est celui ce qui apporte la perfection, c'est le plaisir que la personne prend à l'acte. Et il y a une phrase que vous avez sûrement déjà entendue, qui vient d'Aristote, qui dit « La nature ne fait rien en vain ». Vous savez, on entend souvent cette phrase quand on s'aperçoit qu'il y a des choses dans la nature qui ont du sens. Et Aristote avait dit « La nature ne fait rien en vain ». Et il dit que c'est la nature qui a prévu le plaisir qu'on prend au geste, parfait, pour nous indiquer le moment où précisément on a atteint cette excellence. Alors ce qui est amusant dans cette idée, c'est que dans la civilisation occidentale, dans le sport je connais moins, c'est plutôt votre domaine, mais dans les entreprises c'est évident, on a une valorisation de la mine grise. Quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui tire la gueule, si on résume. Quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui a l'air sinistre et efficace et qui maîtrise. Et dans la plupart des grandes entreprises françaises, celui qui a l'air de prendre du plaisir à ce qu'il fait, il est dévalorisé comme un dilettante. Ben, ce que nous dit Aristote, et on ferait bien de l'écouter, on a du mal à l'écouter en France, dans le monde du sport, je ne sais pas, mais j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. Ce que nous dit Aristote, c'est que c'est exactement le contraire. C'est que s'il ne prend pas de plaisir, s'il n'y a pas cette espèce de flow, cette espèce d'allégresse, cette espèce de glisse, c'est qu'au fond, il n'est juste pas assez compétent, qu'il faut travailler plus pour arriver à ce degré de compétence. Donc vous voyez, il y a le plaisir comme indice de l'excellence. Maintenant, pour affiner un peu le tir, oui, je précise, on n'a pas dit qu'il y aura un moment d'échange après, je ne vais pas parler tout seul pendant 2 heures. Ce que dit, pour affiner le tir, je crois qu'il faut articuler le plaisir à l'excellence, mais aussi la joie à l'excellence. Et pour ça, il faut un peu comprendre la différence entre le plaisir et la joie. Imaginons un geste parfait, un service sublime. Le plaisir que le joueur prend, c'est le plaisir d'avoir actualisé sa puissance jusqu'à sa perfection. Ça, c'est le plaisir. Mais il y a autre chose qui est un peu différent, dont ne parle pas Aristote, que je voudrais moi apporter, c'est l'idée que le moment où je me développe, le moment où je vais vers ma perfection, le moment où je suis en chemin vers l'excellence, ce moment est un moment d'accroissement de ma puissance, d'accroissement de mon pouvoir, d'agrandissement de mon être. Et ça,
Eh bien, en philosophie, ça s'appelle la joie. Il y a Spinoza qui dit que la joie est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Ça veut dire que c'est pas spécialement facile, ça peut être douloureux, ça peut être dur à conquérir, mais comment ça s'appelle le moment où je m'agrandis, où je découvre quelque chose que je ne savais pas faire, où j'accrois ma puissance, passage d'une moindre à une plus grande perfection, ça s'appelle, dit Spinoza, la joie. Et là, on peut donc penser que le plaisir, c'est le moment où je suis arrivé à ma perfection au niveau d'un geste, au niveau d'une étape. Et le plaisir indique que je suis ultra compétent, mais il y a une petite différence, il y a le chemin de la progressivité, le moment de l'accroissement vers l'excellence, et qui s'appelle la joie. Et là aussi, c'est une bonne claque à donner à cette espèce d'Occident morose qui explique qu'il faut juste se battre et être acharné, être persévérant, et qu'on arrivera au résultat comme ça. Au fond, c'est une double erreur. C'est une première erreur, parce qu'on oublie que l'indice ultime de l'excellence, c'est le plaisir, et c'est une deuxième erreur, parce qu'on valorise simplement l'acharnement volontariste, l'effort, la persévérance, en oubliant que dans le moment de la progression, qu'est-ce qui vient m'indiquer que je suis en train de progresser? La joie. Et au fond, peut-être que c'est important de dire ça, parce que ça nous permet de sortir d'une sorte de crispation volontariste. Parce que l'idéologie dominante en Occident, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit dominante dans le sport aussi, mais elle est tellement dominante en Occident, dans tous les champs, dans la politique, dans l'entreprise. En gros, c'est le « quand tu veux, tu peux ». C'est ça l'idéologie dominante de l'Occident. Et il faut essayer de sortir de ça, et Aristote nous permet de sortir de ça, alors qu'il est au début de l'Occident, en nous disant que le moment où je m'agrandis, ça procure de la joie. Et que si j'ai pas la joie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont finalement je suis en train de m'accroître. Donc, 2 idées pour l'instant. Actualisation de la puissance, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à soi. Et l'indice, double indice, le plaisir que je prends et la joie qui vient indiquer que je suis en train de me développer. Voilà, quand on parle de développement personnel, il faut qu'il soit joyeux. Autrement, comment je pourrais me développer sans être joyeux? Si je développe ce que j'ai en moi, si j'actualise ma puissance, eh bien c'est le mouvement même de la vie, même la vie des plantes qui grandissent, la vie du lierre qui développe une stratégie pour croître sur un mur, la vie des organisations humaines qui inventent une solution pour régler des problèmes. Eh bien, le mouvement de la vie, c'est un mouvement de croissance. Et chez les Grecs, il y a cette idée que tout ce qui vit croît, ça s'agrandit, ça grandit. D'ailleurs, ça va mourir aussi. C'est le même mouvement de la vie. Et ce mouvement est celui de la joie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ce concept de joie, c'est pas ce qu'on pourrait croire quand on se dit oui, la joie c'est facile, c'est agréable. C'est pas cette joie-là, on n'est pas en train c'est pas le bonheur au fond, vous voyez. Le bonheur c'est quand je vais bien, je suis serein, je suis tranquille. Dans une carrière de sportif de haut niveau, il n'y a pas le bonheur, ça n'existe pas. D'ailleurs, très probablement, dans nos vies entières, le bonheur c'est un peu vague. Quand on vit dans un pays attaqué par le terrorisme, le bonheur c'est un peu bizarre. En revanche, la joie dont je parle, c'est une joie qui se développe dans l'adversité, qui se développe contre l'adversité. C'est-à-dire que c'est dur, qu'on se bat, qu'on a de la résistance, que le réel résiste, que le réel de mon corps résiste, le réel de mon niveau résiste, le réel de la compétition résiste. C'est dur. Eh bien, la manière dont ma vie se déploie contre la résistance, c'est la joie. Vous voyez, cette idée de la joie, elle est à distinguer du bonheur. Ça veut dire que, évidemment, par rapport à la compétition de haut niveau, c'est cette joie au contact de la difficulté, au contact de l'adversité, qui est vraiment un indice d'excellence et qui signifie qu'on est en train de grandir. Mais on ne grandit pas facilement, on ne grandit pas tout seul. Mais au fond, on retrouve le mouvement même de la croissance de la vie à tous les niveaux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de replacer cette idée du progrès vers l'excellence au sein d'une philosophie de la vie qui soit plus globale. Même le lierre dont j'ai parlé, c'est pas facile pour lui de grandir. Il doit ruser, il doit avoir des stratégies pour continuer à grandir malgré les obstacles. Eh bien, le chemin vers l'excellence, c'est un chemin de joie, mais de joie contrariée, de joie menacée. C'est-à-dire que c'est pas une joie tranquille, c'est pas le bonheur, quoi. Voilà, pour la deuxième idée. Eh bien, je trouve que déjà, ça ouvre une fenêtre sur la distance qu'on pourrait prendre par rapport à ce que j'appelle l'idéologie volontariste. C'est-à-dire, est-ce que quand je suis excellent, c'est parce que j'ai voulu plus qu'avant? Est-ce que quand je suis excellent dans un match, c'est parce que j'ai voulu plus que les autres? Nous, occidentaux, on est tentés de répondre oui. Et la plupart des entraînements, mais moi je ne parle pas que de vous, moi par exemple en tant qu'enseignant de philosophie,
en tant qu'élève, en tant que professeur, dans les entreprises, j'ai vu cette idée très dominante en Occident que si tu veux plus que les autres, tu vas gagner. Que tout est une question de volonté. Il ne s'agit pas de dire que la volonté n'a pas lieu, mais de se poser la question qui est que le moment où je suis vraiment excellent, est-ce que c'est le moment où je veux encore plus, ou est-ce que c'est pas le moment où, après avoir beaucoup voulu, je veux un peu moins, voire plus du tout? Est-ce que le moment de l'excellence, pour penser à un geste complètement relâché, je sais pas, un geste qui est presque abandonné mais qui est parfait, est-ce que le moment de l'excellence, c'est pas un moment qui finalement est contemporain de quelque chose comme un relâchement de la volonté et pas nécessairement d'une intensification de la volonté? Même si, évidemment, il faut avoir beaucoup voulu, s'être beaucoup entraîné de manière volontariste pour parvenir à ce relâchement de la volonté. Mais si je commence par plaisir et joie, c'est pour amener comme ça du soupçon sur le quand tu veux, tu peux. Alors évidemment, je sais qu'il y a plein de contre-exemples. Peut-être que moi je pense là à Agassi qui a écrit son livre pour expliquer qu'il était le meilleur et qu'il n'aimait pas ça. On va en parler dans le débat. Peut-être que d'ailleurs il aurait été encore meilleur s'il avait aimé ça d'ailleurs. Vous voyez, c'est une question. En tout cas, je voudrais maintenant qu'on se centre sur ce qui se passe dans le geste parfait, dans le coup de génie. Le moment où où un joueur est excellent dans l'instant précis d'un simple coup. Et voilà aussi, la philosophie peut nous apprendre beaucoup de choses sur ce que c'est que le moment, l'instant de l'excellence. Il y a tout un courant de la philosophie qui s'intéresse à ce que c'est que l'intuition. On pourrait penser que quand quelqu'un est en train de faire un match, que c'est hyper compliqué, qu'il y a un échange accéléré, que soudain il fait un passing génial, il n'a pas réfléchi, il n'a pas calculé. Il a peut-être beaucoup calculé dans l'entraînement, il a peut-être beaucoup réfléchi, mais le moment de l'excellence, le moment du coup de génie, quand il y a de la grâce, c'est pas un moment de réflexion. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe dans le moment de l'intuition pure, on pourrait dire? Ou alors on pourrait dire dans le moment de la décision pure, le moment où le truc part et où c'est parfait. Eh bien, je propose l'idée suivante, qui est que ce moment d'excellence, c'est un moment où le joueur, il est tout entier là. C'est-à-dire qu'il est totalement au présent, avec tout son passé, toute son histoire, tous ses talents, mais aussi toutes ses faiblesses, ses victoires, ses échecs. Et il y a cette idée, dans la philosophie de l'intuition, que le moment comme ça, où ça vise juste, en fait le moment de grâce, si on résume, c'est un moment où la personne est tout entière convoquée. Et ça, à mon avis, c'est important de s'arrêter sur cette idée. Elle est un peu bizarre. Parce que souvent, on se dit que, par exemple, au moment où j'ai la pression, au moment où je dois être vraiment bon, au moment où c'est le moment, quoi, on se dit souvent, il ne faut pas que je pense à certaines choses qui me gênent. Il ne faut pas que je pense à comment j'ai perdu la dernière fois. Ou il ne faut pas que je pense à mon point faible. Ou alors, il faut que je me concentre sur ce qu'on m'a dit. On m'a dit de penser à ça à ce moment-là. Vous voyez, tout ce genre de raisonnement qui, en fait, nous conduisent vers l'idée que pour être excellent à l'instant T, dans un moment important, dans un moment crucial, il faudrait que je mette de côté ce qui m'entrave, je mette de côté ce qui me gêne, ce qui me fait peur, ce qui me fragilise, et que je me concentre sur une dimension de mon existence, mes succès ou mon talent, etc. Eh bien, ce que nous dit le philosophe Bergson, c'est que si on fait ça, lui, il parle des artistes, il parle des hommes politiques, il parle aussi des sportifs, dans un très beau texte que je pourrais vous indiquer. Il a une approche transversale. Vous remarquez que je cherche à avoir une approche transversale, à dire quelque chose qui soit valable dans tous les champs de l'existence. Ce que dit Bergson, c'est que si quelqu'un, au moment où il doit être excellent, essaye de développer une part de lui-même au détriment des autres, essaye de chasser des mauvais souvenirs pour se concentrer sur les bons, essaye de se répéter un mantra qu'on lui a dit de se répéter à ce moment-là, en ne pensant pas à ce qu'il effraie, alors il n'aura pas la grâce intuitive. Alors il sera coupé de sa possibilité d'excellence. Alors c'est une idée assez radicale, hein. C'est l'idée de la pleine présence à soi. C'est que le moment de l'excellence, c'est quand j'accueille tout ce que je suis. Je suis tout entier présent dans l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accueille tout ce que je suis avec mes faiblesses aussi. Et que dans le moment de l'excellence, il y a cette présence à soi totale. Et moi, il me semble, alors pour le coup, c'est en tant que spectateur de match, hein, que parfois, quand je vois des coups de génie, que j'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a le joueur qui est capable d'un peu d'abandon et de se dire, au fond, je prends tout, je suis comme ça. Je tente le coup avec tout ce que je suis.
pas en refusant une part de moi pour faire triompher une autre, pas en me coupant de moi-même, comme j'imagine parfois on doit dire aux joueurs de le faire, ou comme en entreprise ou en politique, on dit voilà, au moment important, ne pense pas à ça, pense à ça. Et bien la philosophie de l'intuition, c'est pour ça que c'est un peu provocateur, c'est un peu subversif, elle dit que ça ne se passe pas comme ça. Que le moment où tu es vraiment bon, c'est le moment où tu es tout entier là, avec tes angoisses, avec tes faiblesses. Mais simplement, au lieu de le refouler et de faire qu'elles reviennent te travailler, tu les accueilles. Il ne s'agit pas de les accueillir tout le temps. Mais c'est ça, le moment de l'excellence, le moment de grâce. Et c'est ce qui s'appelle l'intuition. Et en fait, on peut penser que dans un match important, le moment de ce coup-là, c'est un moment d'intuition. On peut calculer, avoir une stratégie, avoir une tactique. Mais le moment de ce coup-là, c'est un moment d'intuition. Pour essayer de voir ce que c'est que cet instant d'excellence, vous pouvez penser à ce que vous ressentez quand vous avez une émotion esthétique très forte. Par exemple, quand vous écoutez de la musique et soudain, vous êtes envahi par un sentiment de beauté. Ou alors, vous marchez dans la nature, je ne sais pas, vous êtes en train de courir, et puis soudain, tout glisse, c'est fluide, et vous avez une émotion esthétique devant la beauté du monde et de la nature. Et bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et bien, à ce moment-là, pareil, c'est ce que dit Bergson, vous êtes tout entier là. Vous n'êtes pas en train d'avoir une émotion en disant, voilà, moi, je suis sensible à la beauté parce que j'ai 40 ans et que je suis français. Vous êtes tout entier sensible à la beauté. Et dans le moment où vous avez cette expérience esthétique, c'est un moment où vous chassez rien. Vous n'êtes pas en train d'oublier une mauvaise partie de votre vie ou de ne pas vouloir y penser. Vous voyez, c'est un moment de présence, d'accueil de toute votre complexité dans l'instant. Eh bien, on peut peut-être dire que l'instant d'excellence, c'est ça. Qu'il y a un modèle comme ça, dans l'expérience esthétique, une sorte de moment en fait de lâcher prise, où tout est là, ramassé dans l'instant. Donc on pourrait faire une analogie entre le geste parfait et l'émotion esthétique. D'ailleurs on parle de la beauté du geste, vous voyez, c'est la même idée. C'est qu'il y a quelque chose qui est là et qui est complètement là. Alors ça ne va pas être facile, j'imagine, comment faire quand on est entraîneur pour favoriser ce genre de moment chez les joueurs. Étant entendu que, évidemment, l'entraînement, c'est aussi un entraînement de certaines facultés, de certaines dimensions, et que c'est difficile d'entraîner quelqu'un à être complètement présent, puisqu'on l'entraîne sur plein de compartiments différents. C'est une question que je voudrais qu'on pose tout à l'heure, justement. Mais pour l'instant, je voudrais juste insister sur le fait qu'on pourra en débattre d'ailleurs, qu'il y a deux idées de l'excellence qui s'opposent. Il y a l'idée de l'excellence comme un moment d'abandon, au fond, et il y a l'idée de l'excellence comme un moment d'intensification de la concentration. Je ne vais pas tout le temps dire c'est de l'abandon et c'est pas l'intensification de la concentration. Ce que je vais plutôt dire, c'est que le but de l'intensification de la concentration, c'est d'arriver à une forme d'abandon. Autrement dit, le but de la maîtrise vers laquelle vous invitez les joueurs à aller, maîtrise que peut-être vous connaissez ou avez connue aussi comme joueur, le but de la maîtrise, c'est de s'autoriser une forme d'immaîtrise, une forme d'oubli, de légèreté. Mais évidemment, cette excellence de l'immaîtrise, de l'abandon, du coup de grâce, de l'intuition, elle ne se conquiert, d'accord, que par la maîtrise. Mais alors le problème est grave. Si j'apprends à maîtriser, comment je fais pour arriver à l'immaîtrise? Si mon but dans l'entraînement est toujours d'apprendre à maîtriser des coups, des stratégies, mon corps, comment l'apprentissage de la maîtrise peut-il me conduire à oser la grâce de l'immaîtrise? C'est ça le vrai problème philosophique. En fait, on ne parle que de ça. Comment, quand j'apprends des choses qui se répètent, je vais apprendre à oser et à me libérer de ce qui se répète? Comment, à force d'apprendre la maîtrise, je vais pas risquer de m'enfermer dans une logique de maîtrise et finalement de ne pas oser y aller, lâcher le truc intuitif, la pure décision? Parce qu'au fond, un grand coup au tennis, c'est une pure décision qui se fait dans l'instant, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix pensé, rationnel, analysé. Le coup de grâce, enfin de génie, c'est une pure décision. Et là, il y a un vrai problème existentiel et philosophique que je vous pose. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais on va en parler après. C'est comment je fais quand je suis en train de m'entraîner, quand j'apprends. C'est valable dans tous les champs de l'existence. Quand j'apprends à finalement faire usage de ma volonté forte, comment je fais pour ne pas me faire enfermer dans la crispation volontariste? Comment je fais quand j'apprends à maîtriser pour ne pas me faire enfermer dans cette logique de la maîtrise et pour être capable de doser l'immaîtrise,
d'oser ce léger abandon, d'oser ce lâcher-prise, ce relâchement de la volonté qui finalement fera l'excellence. Là, il y a un truc paradoxal. Et peut-être que la complexité du métier d'entraîneur, c'est une proposition, c'est que vous devez à la fois apprendre aux joueurs la maîtrise et leur apprendre aussi à oser l'immaîtrise. Et est-ce que c'est pas paradoxal? Comment on peut faire les deux en même temps? Voilà une question que je soumets au débat. Mais il y a une autre idée que j'ai complètement oubliée et qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas d'excellence sans singularité. Et ça, c'est une idée que je voudrais appuyer sur la très célèbre phrase de Nietzsche, que vous connaissez, « Deviens ce que tu es ». C'est la phrase qui est d'ailleurs devenue la baseline d'Adidas. « Deviens ce que tu es ». Eh bien, clairement, l'excellence, c'est toujours l'excellence d'une singularité. C'est-à-dire que si on pense qu'il y a un modèle d'excellence et qu'on va, par exemple, apprendre à plein de gens à être excellents selon le même modèle, au fond, on n'a pas compris le mot excellence. Le mot excellence, qui vient d'ailleurs du grec, renvoie toujours à l'excellence d'un talent singulier. C'est que ton excellence, c'est la tienne. C'est pas la même pour tout le monde. Il y a l'enjeu d'assumer une singularité. Donc, on pourrait dire, que veut dire cette phrase de Nietzsche? Elle est très belle. « Deviens ce que tu es ». Il ne faudrait surtout pas croire que la phrase veut dire « t'es déjà ce que tu es, t'as plus qu'à le devenir ». La phrase veut dire, en gros, assume ton talent singulier. C'est-à-dire, assume de jouer la carte de ta singularité à toi. Assume ton originalité. Et les très grands joueurs que moi j'admire, encore une fois en tant que spectateur, ce que j'admire, c'est leur singularité. C'est qu'ils ressemblent à personne. C'est qu'ils ont posé quelque chose de nouveau dans la manière de jouer au tennis, qui ne ressemble qu'à eux. Et leur excellence, c'est l'excellence de leur singularité. Mais alors, problème pour l'entraîneur, c'est que c'est hyper dur d'entraîner chacun pour arriver à son excellence singulière. Surtout qu'on pourrait penser qu'il y a des méthodes. D'ailleurs, il y a des écoles de tennis. Il y a bien des méthodes. Et si les méthodes s'appliquent pareillement aux différents joueurs, comment ça va leur permettre de devenir ce qu'ils sont? C'est-à-dire d'assumer leur singularité. Et là, Nietzsche dit quelque chose de très très beau et de très subversif. Il dit que la société, la civilisation des hommes, elle repose sur la négation de la singularité. Pour qu'un monde marche, pour qu'une société marche, pour qu'un pays marche, pour qu'une entreprise marche, il faut que les gens rentrent dans le rang. Il faut qu'ils accueillent la norme. Il faut qu'ils soient normés. Et c'est les processus qui déterminent des normes et qui nient la singularité. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de gens souffrir au travail, dans leurs entreprises, parce qu'on ne leur demande pas d'assumer leur talent singulier, mais de rentrer dans le rang et de ne pas faire de vagues. Et Nietzsche dit, mais c'est normal. C'est la vie. Il n'y a pas de société sans normes. Et d'ailleurs, Nietzsche dit exactement ce que dit Freud dans un petit livre qui est absolument génial, que je vous conseille, qui fait 60 pages et qui est une vraie bombe, qui s'appelle « Le malaise dans la civilisation ». Et Freud dit, c'est la même idée, qu'il y a un malaise dans tous les groupes humains, parce qu'en fait, idéalement, on valorise la singularité des gens, mais en fait, on n'en a pas besoin. On a besoin qu'ils rentrent dans le rang. On a besoin qu'ils soient normés. Et bien, il me semble qu'un champion, c'est quelqu'un qui joue sa singularité. Mais donc, il doit se heurter à l'évidence d'une civilisation qui n'encourage pas la singularité, mais qui valorise la norme et le confort de la norme. Ce que dit Nietzsche, pour être simple, c'est que c'est hyper dur de devenir soi-même. C'est hyper dur d'assumer sa singularité. Parce que tout nous demande de rentrer dans le rang pour plein de raisons que je ne développerai pas aujourd'hui, mais que vous imaginez très bien. Et bien, c'est quoi l'entraîneur? Au début, je vous disais, j'avais pris le mot grec de kairos, qui veut dire occasion favorable. Et souvenez-vous, au début, je parlais d'ami avec Aristote. C'est l'ami de l'actualisation de la puissance. Et maintenant, on ajoute une idée. C'est que l'entraîneur, il doit être cette espèce d'ami de la singularité du joueur. Il doit être l'occasion pour le joueur de devenir une singularité. Deviens ce que tu es. Mais alors, comment on fait? C'est très compliqué. Et là, il y a un vrai problème. Parce que si par exemple, en tant qu'entraîneur, vous expliquez des choses aux joueurs qui viennent de votre expérience, de joueurs par exemple, alors c'est très compliqué de penser que ça va valoriser la singularité, puisque vous partez d'un enseignement qui est le vôtre. Donc la question c'est, vous savez, au début on avait centré sur la relation. J'avais dit au début, c'est pas l'entraîneur qui développe le joueur, c'est la relation que l'entraîneur instaure avec le joueur qui va développer le joueur. Et bien là, il y a une question qui est posée. C'est comment l'entraîneur doit se comporter
pour donner l'élan au joueur d'assumer sa singularité, c'est-à-dire son talent à lui, quoi. Et là, la proposition nietzschéenne est très très belle. C'est qu'il faut que l'entraîneur lui-même assume sa singularité. Et que cette singularité donne envie aux joueurs d'assumer la sienne. Mais attention, sans logique d'imitation, sans logique de copie. Auquel cas, dès qu'il y a une logique d'imitation, la singularité est niée. Et c'est hyper compliqué par rapport à un entraînement. Parce que si par exemple vous montrez un geste et que vous demandez à quelqu'un de le reproduire, vous ne l'invitez pas à la singularité. Et pourtant, il y a bien un apprentissage qui passe par là. Et bien Nietzsche dit qu'il y a une solution par rapport à ce problème. C'est que celui qui apprend à l'autre doit être un exemple d'une singularité en acte pour donner envie à l'autre d'assumer sa singularité. Pour cela, il faut donc sortir d'une logique d'imitation, sortir d'une logique de copie et être dans une logique d'inspiration. C'est ce que Nietzsche dit très bien. Il dit voilà, il faut donner envie aux autres et pour leur donner envie, il ne faut pas leur dire de m'imiter, de nous imiter, mais au fond, il faut leur donner envie d'être des talents singuliers. Et la seule manière de donner envie à quelqu'un d'assumer son talent singulier, c'est de lui montrer qu'on est heureux, joyeux, qu'on a du plaisir, quand soi-même on assume son talent singulier, vous voyez ? En fait, c'est le concept d'exemplarité chez Nietzsche. C'est hyper beau comme idée. Ça veut dire que nous, les humains, il faut qu'on arrête de bavarder, de raconter des choses, de la ramener. Ça se montre. Le talent, je veux dire, la valeur de la singularité, ça se montre en acte. D'ailleurs, c'est ça un grand joueur. Un grand joueur, ça donne des envies de jouer à tout le monde. Pourquoi ? Les gens, ils se disent souvent qu'ils ont envie d'imiter les grands joueurs. Mais je crois que c'est un peu faux, ça c'est ce que la conscience leur dit. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont réveillés dans leur désir de singularité. Et d'ailleurs, c'est l'admiration, au fond. Quand on admire l'excellence de quelqu'un, si vraiment on l'admire, on n'a justement pas envie de le copier, parce que ce qu'on admire, c'est toujours une singularité. Donc, quand j'admire une singularité, eh ben, au fond, ce serait contradictoire que je me mette simplement à la copier, parce que ce serait une négation de la valeur de la singularité. Donc je crois qu'il faut articuler excellence à singularité, et donc il faut articuler excellence à admiration. Toute personne développe son excellence grâce à l'admiration de l'excellence des autres, voilà. Mais attention, cette admiration ne doit pas conduire à une simple imitation, mais à une inspiration. Parce qu'encore une fois, on n'admire qu'une singularité. Je vous admire, oui, sûrement aussi, mais je vous invite à penser à ceux que vous admirez, à celles que vous admirez, dans tous les champs de l'existence, et faites l'expérience maintenant pendant que je parle, et vous allez voir que ce que vous admirez, c'est la singularité. C'est la différence entre l'admiration et le respect. Tout le monde est digne de respect, quel que soit son talent. Par contre, on n'admire qu'une singularité. Eh bien, il me semble que pour faire grandir quelqu'un, il faut lui donner des figures à admirer, s'il ne les trouve pas tout seul. Et que l'admiration, elle est ce qui fait grandir vers l'excellence. Mais attention, il faut assumer ce qu'on dit. C'est que dans ce cas-là, l'admiration, elle est intéressée. Quand j'admire quelqu'un, je ne suis pas désintéressé comme des chrétiens pourraient le penser en disant « oui, j'admire l'autre, je ne suis pas désintéressé. J'admire l'autre pour me nourrir. J'admire le talent de l'autre pour me nourrir de la possibilité de mon propre talent. C'est l'idée des Grecs, tout est intéressé, mais au sens noble. Un jour, on va crever, et il faut avoir actualisé sa puissance avant. Donc, toute personne qui m'aide à actualiser ma puissance avant que je sois bouffé par les vers, c'est l'ami de la vie en moi. C'est pour ça que je peux avoir un prof, un entraîneur un peu violent, un peu provocateur, un peu sévère. Il va être mon ami quand même. C'est pas l'amicalité, il va être mon ami quand même, s'il est l'ami de la vie en moi, c'est-à-dire s'il me développe. Parce qu'un jour, ce sera trop tard, et le jour où je suis mort, je ne peux plus actualiser ma puissance. Évidemment, on peut penser à la mort au sens symbolique aussi, comme la fin d'une carrière, évidemment. Ok ? Donc voilà, excellence et singularité, excellence et admiration. Et je pense que c'est l'idée la plus compliquée. Parce que quand on a des méthodes d'apprentissage et des méthodes d'entraînement, le simple fait que ce soit des méthodes repose le problème de toute civilisation, selon Nietzsche et Freud, qui est qu'il faut de la norme, il faut de la méthode, et ça, a priori c'est pareil pour tout le monde, et ça risque d'entrer en contradiction avec le développement de la singularité de chacun. C'est une question dont je voudrais qu'on débatte dans la deuxième partie,
C'est comment on fait la part des choses entre apprendre des choses qui se répètent, apprendre des méthodes, donc générales, et la valorisation de la singularité de l'autre. Le résultat de tout ce que je vous dis, en fait, il n'y a qu'une idée, c'est sortir de la crispation volontariste, mais en même temps, on est bien obligé de développer la volonté chez un joueur et même chez tout le monde. Donc là, il y a un petit problème. Comment on fait, c'est le problème que je pose depuis le début, pour développer la volonté sans être enfermé dans la crispation volontariste. C'est pas, vous savez mieux que moi à quel point il y a des moments où il faut se relâcher la crispation pour justement être vraiment bon. Et la question, c'est comment j'apprends à arriver à ce relâchement. Le problème, c'est qu'on est très occidentaux. C'est comme ça, on est des enfants de l'Occident. On ne peut pas le dire autrement. Donc, je vous la fais courte, mais les stoïciens de l'Antiquité nous disaient en gros, si tu dois accepter le destin, c'est une question de volonté. Donc quand tu veux, tu peux. Descartes disait, si tu veux réfléchir, faire des choix, c'est une question de volonté. Si tu veux, tu peux. Descartes disait qu'on était les enfants de Dieu, il était croyant. Et parce qu'on avait hérité de Dieu la volonté infinie, même pas l'intelligence, même pas le cœur, la volonté infinie, donc si tu veux, tu peux. Je vous la fais vraiment courte, mais quand même c'est important que vous mesuriez à quel point cette conviction que vous avez peut-être, que moi j'ai aussi, à savoir quand on est dans la difficulté, de se dire si je veux, je vais y arriver, à quel point elle n'est pas la nôtre en fait. Enfin, elle est la nôtre culturellement, mais à quel point on l'a dans le sang, quoi. On l'a dans nos gènes. Kant, par exemple, disait si tu veux bien te comporter, faire le bien, respecter autrui, c'est une question de volonté. Sous-entendu, même pas de cœur. Hein. C'est pas de l'empathie naturelle, c'est de la volonté du bien. Bref, on est les enfants de 2500 ans de folie volontariste. Descartes est quand même allé jusqu'à dire que, puisqu'il croit en Dieu, il dit, mais alors, nous, on est les enfants de Dieu, mais qu'est-ce qu'on a de divin ? Et il cherche, il est assez drôle, Descartes, contrairement à ce que vous pensez peut-être. C'est un mec drôle, c'est courageux, qui s'est battu avec plein de gens, qui était très humain, qui a perdu une petite fille, qui s'en est jamais remis, contrairement à la plupart des mecs de l'époque qui laissaient mourir leurs enfants en bas âge sans être touchés. C'est un vrai chevalier original. Et Descartes dit, mais il est où l'infini en l'homme ? Puisque moi je crois en Dieu et je vois rien d'infini. Quand on réfléchit, on va jamais très loin. Hein. On réfléchit une semaine pour avoir une bonne idée. Quand on ressent, dès que c'est trop violent, le plaisir, on tombe dans les pommes, ou la souffrance. Donc on ressent jamais très loin. On n'imagine jamais très loin, dit Descartes. Là, si je vous demande d'imaginer un truc fou, d'ailleurs, allez-y, imaginez un truc fou, n'importe quoi. Tout de suite, là, vous allez voir pourquoi je vous demande ça. Imaginez un truc fou. Là, maintenant. Imaginez la chose la plus folle que vous puissiez imaginer. Je vous écoute. Il n'y a pas de piège, juste pour avoir un petit peu de matière. Ouais ? Voler. De voler, voilà. Un homme qui vole. Et très bon exemple, d'ailleurs c'est marrant, c'est l'exemple que prend Descartes. Vous avez vu des oiseaux voler, et vous avez vu des hommes et des avions, donc vous avez juste associé des éléments que vous connaissez de manière un peu fantaisiste. Ça ne va pas très loin. Et Descartes de dire... Merci. Ah, mais... J'ai réfléchi. Mais on ne peut pas tellement trouver mieux. Et Descartes de dire, mais alors, si quand je réfléchis, j'arrive à une limite, je ne suis pas fils de Dieu, parce que je n'ai pas d'infini en moi. Si quand je ressens, j'arrive à une limite, je ne suis pas fils de Dieu. D'ailleurs, il tacle un peu les chrétiens qui parlent d'amour infini pour tout le monde. Et il dit, mais non, on n'aime pas tout le monde, on n'aime que quelques personnes. Donc j'ai un cœur limité, j'ai une intelligence limitée, j'ai une imagination limitée, et Descartes de dire, par contre, quand je veux, je peux toujours vouloir plus. Donc, c'est par la force de mon vouloir que je suis fils de Dieu. Si c'est pas volontariste, ça, quand on a un enfant qui veut pas bosser à l'école, ou que vous avez un joueur qui veut pas s'entraîner, ou pas assez, et que spontanément vous dites, mais si tu veux, tu peux, vas-y, bats-toi, quelque part, c'est le produit de toute cette idéologie-là. Évidemment que ça a du bon, la volonté. Le problème, c'est que très vite, ça enferme dans une crispation. Par exemple, si l'insomniaque fait des efforts de volonté pour s'endormir, il n'y arrivera pas. Ça l'empêchera de s'endormir. Alors que le moment où il se dit « Ok, je vais en profiter pour regarder un film », il va s'endormir. C'est ça. C'est un vrai enjeu, je crois, pour vous. Comment aider des joueurs à arriver à ce relâchement de la volonté, alors qu'il me semble, on va en parler, que l'entraînement est quand même un entraînement de la volonté. Il y a un vrai problème existentiel et philosophique. Vous avez des couples, par exemple, qui font tout pour avoir un enfant, ils veulent avoir un enfant, et ils n'y arrivent pas. Ça n'arrive pas naturellement.
ils font des traitements, ça ne marche pas. Et puis, au bout de 8 ans de galère, d'injection et de fécondation in vitro, ils disent « Ok, c'est pas grave, on va adopter un enfant ». Et là, ils tombent enceintes, enfin, elle tombe enceinte, naturellement. C'est la vertu du relâchement de la volonté. Mais le problème, c'est que pour y arriver, ils n'ont pas décidé de relâcher leur volonté. Parce que s'ils avaient décidé, s'ils avaient voulu relâcher leur volonté, ils auraient voulu encore plus. Vous voyez, si je veux moins vouloir, je veux plus. Et là, il y a un vrai problème qui est la prison de l'occidental. Et qui est au fond la prison de pas mal de sportifs de haut niveau, j'ai l'impression. Quand ils se crispent, c'est qu'ils savent qu'il faut se relâcher, se détendre, mais ils le veulent. Donc, au lieu de vouloir moins, ils veulent encore plus. Et bien là, il y a un vrai problème. On le voit dans toutes les situations, même par exemple, pour rire un peu, ou d'ailleurs inquiéter, dans les crises de couple, quand ça ne va pas dans un couple qui veut rester ensemble, parce qu'il y a de l'amour et des enfants, mais ça ne va pas, quoi. Et bien les couples qui veulent régler ce problème, dans une démarche volontariste avec des prises de décision, des déménagements, des vacances, ils vont se séparer encore plus vite. Parce que la crispation volontariste, c'est pas ça qui fait renaître le désir. Donc il y a un vrai problème. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça à vous, entraîneurs ? Parce qu'il y a une solution. La solution pour réussir à moins vouloir, sans que ce soit plus de volonté, eh bien, c'est le rite. C'est la ritualisation. Et toute la philosophie occidentale et la psychanalyse arrivent à cette idée que la manière dont je peux relâcher mon insistance volontariste sans que ce soit à chaque fois de la volonté, c'est de ritualiser ce moment du relâchement. C'est-à-dire que je n'ai pas à en prendre la décision, que je n'ai pas à le vouloir parce que c'est ritualisé, parce que, au fond, c'est une habitude. Exemple, le Shabbat chez les Juifs, les Juifs, ils n'ont pas à chaque fois à revouloir le vendredi arrêter de travailler, de mettre de l'électricité. La ritualisation permet à la volonté de ne pas vouloir, plus vouloir. Vous voyez ? Parce que c'est ritualisé, ça ne me demande pas d'effort de la volonté. Autre exemple, la psychanalyse, le fait qu'il y ait une séance par semaine ou deux, toujours à la même heure, c'est une séance de psychanalyse, c'est un moment où la personne va s'allonger, elle arrête de vouloir, elle arrête de mettre la pression, elle s'allonge et elle dit les choses comme elle vient, comme ça vient. Mais si elle avait à le vouloir à chaque fois, en reprenant rendez-vous et en le redécidant, cette personne sécherait ses séances 3 fois sur 4. Et l'idée de Freud, c'est de ritualiser la séance. Comme ça, l'habitude se substitue à l'effort de mon vouloir. Je crois que vous avez vu, évidemment, où je veux en venir, c'est que dans un entraînement, peut-être, il faut ritualiser, il faut qu'il y ait des rites qui font que la personne qui y va n'a plus à le vouloir, parce que l'habitude se substitue à l'effort de la volonté. Et je crois que cette idée, elle est importante dans le débat de tout à l'heure. C'est effectivement que le rite, finalement, l'habitude, permet d'aller vers l'excellence, dans la mesure où ça me soulage de la volonté de l'excellence. Voilà pourquoi c'est très bien parfois de ne pas se poser de questions et d'y aller parce que c'est l'heure. Et sans même avoir à re-questionner la légitimité, au fond, d'apprendre le maximum d'occasions pour ne pas vouloir. Parce que quelque part, plus j'apprends à ne pas vouloir, en faisant Shabbat à la même heure, en allant à l'entraînement à la même heure, en allant chez le psy à la même heure, en faisant une micro-sieste tout le temps en même temps, à la même heure, plus j'apprends à ne pas vouloir, plus je vais découvrir quelque chose de très très fort, qui est à quel point ça me fait du bien de ne pas vouloir, à quel point, dans le moment du relâchement de ma volonté, j'ai des idées. Vous avez sûrement remarqué ça, que vous vous concentrez pour trouver la solution à un problème, et ça ne marche pas, et quand vous pensez à autre chose, que vous vous endormez, que vous allez faire un footing, ou que vous vous réveillez le lendemain, la solution est arrivée. Ça veut donc dire qu'il y a une vertu du relâchement de la volonté. Et pourtant, il est clair qu'on développe plein de talents par l'insistance de la volonté. Donc la solution, pour apprendre en même temps à vouloir plus et à savoir relâcher sa volonté, je ne dis pas qu'elle est parfaite, qu'elle règle tout, mais c'est la valorisation du rite, de l'habitude. Et d'ailleurs, c'est Aristote qui disait lui-même que finalement, l'excellence, ce n'est pas une action, c'est une habitude. En fait, ça se développe par l'habitude, progressivement, et qu'il faut d'ailleurs prendre du plaisir à chaque pas, à chaque progression. Donc je crois que là, on a une idée intéressante dont on pourra débattre bientôt. Enfin, dernière idée avant d'ouvrir le débat,
vous avez remarqué que j'ai approché souvent la question de la relation entre l'entraîneur et le joueur. Mais là, j'ai pas abordé une question qui, moi, me paraît centrale, mais je ne suis pas à votre place. J'aimerais savoir comment vous la vivez. C'est quand on parle de l'importance de cette relation entre l'entraîneur et le joueur, je trouve que là, il y a une question qu'il faut poser. Plus sur l'excellence de l'entraîneur, à vrai dire, que sur l'excellence du joueur visé, qui est la suivante. Est-ce qu'un entraîneur est excellent parce qu'il est excellent ? Ou alors, est-ce qu'un entraîneur est excellent parce qu'il n'a pas réussi à être excellent, mais que sur ce chemin, il a appris tellement de choses que ça peut nourrir le joueur. Et là, la vraie question, c'est qu'est-ce qui nous grandit ? Qu'est-ce qui nous rend riche ? Qu'est-ce qui nous fait apprendre plein de choses ? Est-ce que c'est davantage le succès ou est-ce que c'est davantage l'échec ? Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, quand on a des succès dans la vie, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que vivant, en tant que ce que vous voulez, le succès ne nous invite pas beaucoup à nous arrêter pour analyser. Il y a une ivresse du succès qui est bien agréable, c'est clair, mais l'ivresse du succès donne envie d'enchaîner les succès, sans s'arrêter pour analyser. Par contre, quand on se mange le réel dans un bon échec, on s'arrête. Et là, on commence à s'interroger sur le réel. D'ailleurs, c'est valable dans tous les champs de l'existence. Quand vous avez une voiture, enfin aujourd'hui les voitures elles marchent toutes seules, mais avant, les voitures, mettons, quand on avait une 4L et qu'elle marchait, on ne se posait aucune question sur comment elle marche. Mais le jour où elle tombe en panne et on est dans la campagne plantée, là on se met à ouvrir le moteur et à s'interroger sur comment ça marche. Tout ça pour dire que c'est le mode échec qui produit une forme de sagesse, alors que le mode succès ne produit qu'une ivresse. Et donc la question pour l'entraîneur, c'est est-ce que vous entraînez à partir de vos succès et de ce que vous en avez appris, ou est-ce que vous entraînez à partir de vos échecs et de ce que vous en avez appris ? Étant entendu que la question elle est un peu dans la réponse, enfin c'est le contraire, que la réponse est un peu dans la question, dès lors que j'ai dit qu'il y a une sagesse de l'échec et qu'il n'y a qu'une ivresse du succès. Mais on peut voir ça à tous les niveaux. Par exemple, quand vous allez bien, vous ne vous interrogez pas sur qui vous êtes, comment vous allez, quel est le but de votre vie, quel est votre désir profond. En gros, le fonctionnement de votre psychique ne vous intéresse pas quand vous enchaînez les succès. Mais par contre, le jour où ça ne va pas, vous faites une dépression par exemple, où il y a un mode échec de votre vie psychique, là vous commencez à vous arrêter, à vous prendre la tête et à vous dire mais qui je suis, quel est mon désir, à quoi j'aspire. Donc dans tous les champs de l'existence, finalement, c'est le mode échec qui produit de la lumière, qui produit une sagesse, alors que le mode succès, finalement, ne produit qu'une ivresse bien agréable, mais dont finalement, on ne tire pas beaucoup d'enseignements. Donc désolé pour cette piste un peu polémique, mais ça me paraît une vraie question. Est-ce que vous êtes de bons entraîneurs parce que vos succès, par exemple, de joueurs vous ont apporté des choses que vous pouvez enseigner ? Déjà, même si la réponse était oui, ça poserait la question de la singularité, parce que vous avez peut-être réussi à faire ceci de manière singulière et qui ne s'enseigne pas à l'autre. Ou alors, est-ce que vous n'êtes pas plutôt entraîneur à partir de l'idée d'une vertu de vos échecs ? Parce que vous étant confronté à cette réalité, vous avez appris tellement de choses que pour le coup, ça peut faire grandir le joueur. Il y a une très belle phrase de Nietzsche qui raconte tout ça. Et on comprend ce qu'il veut dire, parce que Nietzsche, vous savez, Nietzsche, c'est quelqu'un qui dit il prêche la grande santé alors qu'il est tout le temps malade. Il dit qu'il faut combattre le ressentiment et être dans l'énergie solaire, alors qu'il est plein de ressentiments dans sa vie privée pour tout le monde. Pour les femmes qui l'ont jeté, pour Wagner qui l'a trahi. Et donc au fond, Nietzsche, quand on le lit, on a envie de ne pas avoir de ressentiment, d'être dans une santé solaire. Mais en fait, il nous donne cette envie, alors que lui en était incapable. Vous savez, et Rousseau, par exemple, a écrit le plus beau livre qui soit sur l'éducation des enfants, alors qu'il a abandonné ses enfants. D'où la phrase de Nietzsche, assez polémique, qui nous dit, et je vous invite à l'entendre par rapport à votre situation d'entraîneur, Nietzsche dit « Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami. Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami. » Ça me fait penser à ces psys complètement névrosés, mais qui sont des bons psys pour les autres. Ils sont complètement tarés, ils n'arrivent pas à aller mieux, mais pour les autres, ils sont bons. Ça me fait penser à ces prêtres qui prêchent l'amour hyper bien et qui sont ravagés par la haine à l'intérieur. Et quand on les connaît, on le découvre. Et donc là, il y a une vraie question.
est-ce qu'il y a toujours cette logique de miroir inversé? Ou alors, attention, j'ouvre la question, peut-être que c'est pas vrai, que Nietzsche a tort, et qu'en fait, on arrive bien à délivrer autrui de ses chaînes à partir de son expérience de s'être délivré de ses chaînes. Auquel cas, l'entraîneur serait un sage, quelque part, qui enseignerait à partir de son expérience, à partir de la manière dont lui s'est délivré de ses chaînes, il enseignerait aux autres comment se délivrer de leurs chaînes, de leurs inhibitions, de leurs doutes. Ça, c'est l'option 1. Et l'option 2, c'est le contraire. C'est parce que vous n'avez pas réussi, au fond, à vous délivrer de pas mal de chaînes, parce que ça a été votre problème, parce que vous savez de quoi vous parlez, parce que vous comprenez cette réalité qui a résisté, que du coup, vous êtes excellent pour délivrer les autres de ces chaînes. Là, c'est une vraie question existentielle sur la relation humaine. Est-ce qu'on apprend aux autres ce qu'on sait? Est-ce qu'on aide les autres à faire ce que nous, on sait faire? Ou alors, est-ce qu'on n'est pas hyper bon pour apprendre aux autres quoi faire parce que soi-même, on n'arrive pas à le faire? C'est l'idée très simple de celui qui donne des super conseils à autrui et qui ne sait pas se les appliquer. Mais il y a une vérité derrière. Est-ce que c'est pas logique? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une véritable vertu de l'échec en termes d'enseignement qui est, au fond, la vertu la plus pédagogique, alors que le succès nous tirerait soit vers l'ivresse, soit vers l'arrogance, en tout cas vers... je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Par exemple, en tant qu'écrivain, j'ai connu des échecs et des succès, des gros échecs et quelques bons succès, et j'ai pas l'impression que les succès m'aient appris grand-chose. C'était super agréable. Par contre, qu'est-ce que j'ai appris? Je sais pas. En revanche, dans des livres que j'ai mis 3 ans à écrire et qui n'ont rencontré aucun lecteur et juste 2 critiques négatives, là, j'ai appris plein de choses, je me suis interrogé, je me suis arrêté sur cette réalité. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça me dit de moi, de ce à quoi j'aspire? Parce qu'il y a une autre question, c'est que pour être excellent, il faut savoir là où on est bon. Et oui, c'est évident. Et donc, pour que je sache où je suis bon, il faut que parfois je me plante. Parce que quand je me plante, c'est que quelque part, là, ça me dit quelque chose de là où je peux être bon. Alors que si je fais qu'enchaîner les succès, peut-être j'ai trop de talent, mais je ne durerai pas, parce que j'arrive pas à rencontrer le réel qui fait que je vais être bon sur le long terme. Alors moi, je suis pas spécialiste, mais je soumets une piste. Honnêtement, vous allez me dire si je me trompe, mais un cas comme Gasquet, de l'extérieur, on se demande s'il lui a pas manqué des échecs jeunes, dans le moment où il était le meilleur, qui lui permettraient d'être encore meilleur aujourd'hui. Et que peut-être, il faut, pour arriver à l'excellence, rencontrer certains échecs qui apprennent énormément. Alors que peut-être, l'enchaînement des succès, en produisant simplement une ivresse, finalement, nous fait comprendre moins de choses et durer moins longtemps. Bon, j'ai trop parlé. Petite conclusion avant d'ouvrir le débat. Je fais une petite synthèse de toutes ces idées et je conclus. Et puis après, on en parle. Il y a une première idée, c'est qu'il faut actualiser sa puissance avant de mourir. Et que toute personne qui m'aide, c'est l'ami de la vie en moi. Donc l'entraîneur comme ami. Mais c'est pas un ami gentil. C'est pas un ami amical. Ça, c'est pas impossible. Hein. Mais c'est pas en ce sens-là. C'est l'ami du talent en moi. Deuxième idée, c'est quoi l'indice que je suis en train de me développer vers l'excellence? C'est la joie. Spinoza, la joie est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. C'est quoi l'indice que je suis arrivé à quelque chose qui est vraiment excellent à l'instant T? C'est le plaisir que je prends en le faisant. Proposition polémique, si je ne prends pas de plaisir, c'est que je ne suis pas assez bon. Si je ne prends pas de plaisir, c'est que je peux être meilleur. Donc je continue à bosser. Troisième idée, l'excellence est toujours l'excellence d'une singularité. Deviens ce que tu es. Rôle de l'entraîneur, développer l'autre dans sa singularité. Donc, respecter la singularité et développer tout ce qui va autour de l'admiration. C'est-à-dire, peut-être que quelqu'un qui ne se développe pas assez, c'est qu'il n'admire pas assez. Parce que quand j'admire la singularité de l'autre, eh ben, j'admire la possibilité de ma propre singularité. Pour être excellent, il faut se nourrir de ceux qu'on admire, et cette admiration est complètement intéressée. Elle n'est pas du tout désintéressée, et tant mieux. Dans la vie, on est toujours intéressé, parce que le temps que la vie nous offre avant de mourir est précieux. Donc tout ce qui me permet de me développer m'intéresse, évidemment. Tout ça nous mène à l'idée que la volonté est essentielle pour être excellent, mais à la condition de savoir aussi lâcher prise, c'est-à-dire à la condition d'apprendre
que le but même de l'insistance du vouloir, c'est le moment où je veux moins, ou peut-être où je veux plus du tout. Mais je parle juste d'un instant, qui est l'instant de grâce, qui est l'instant du coup qui part de la pure décision. Et donc on arrive à cette idée que il faut travailler la maîtrise, mais que le but de la maîtrise, c'est pas la maîtrise elle-même. Que le but de la maîtrise, c'est l'audace de l'immaîtrise. Et il me semble que c'est une bonne conclusion de dire que votre ambition ou votre mission, elle est éminemment paradoxale, parce qu'elle est à la fois de conduire les joueurs vers de la maîtrise et de les rendre capables de cette audace de l'immaîtrise qui fait le véritable talent. Voilà, merci beaucoup. Merci.